4 aéroports pour une île d'à peine 200 km de long, et pourtant, la plupart des visiteurs viennent en Corse par la mer. Les Grecs l'auraient baptisée Calistée, la plus belle, un surnom galant qui lui colle à la peau. Entre mai et octobre, plus de 2 millions de vacanciers affluent vers ses côtes, avides de découvrir ses charmes, et elle n'en manque pas. Entre ces montagnes et ces calanques, les randonnées et les baignades, la plus amusante façon d'explorer l'île de beauté, c'est de prendre le petit train qui circule sur le chemin de fer corse à voie étroite. Cette petite île méditerranéenne est située à 170 km au large des côtes de sa mère patrie. C'est à la fin du 19e siècle que la France donne le feu vert au projet de construction d'un chemin de fer corse à voie unique et écartement métrique. Depuis 1894, les trains circulent de Bastia au nord-est à Ajaccio au sud-ouest. Un peu plus tard, ils rejoindront aussi Calvi au nord-ouest. Nous voici à Bastia, au dépôt des CFC, les chemins de fer de la Corse, où se termine le parcours test d'un nouvel autorail français. Test qui ne s'est pas révélé probant sur les tronçons les plus sinueux. Le plus ancien cheminot de Corse en exercice est là. Il n'a certes pas connu l'époque des locomotives à vapeur, qui s'est achevée en 1954, mais il a connu les premiers autorails diesel de l'île, sortis des usines Billard de Tours. Bon, ceux-là, ils ont roulé, disons, de 1937 jusqu'à vraiment roulé 1937-1975. Hein. Et la particularité, c'était des autorails qui avaient été conçus pour la voie métrique, mais c'était un système vraiment ancien. Hein. Vous aviez, là-dessus, il n'y avait pas d'électronique, rien. Hein. Il y avait les vitesses à main, comme sur un camion, comme une voiture, pédale d'embrayage. Dans les années 50, un nouveau type de train est apparu, tout de suite affublé d'un petit nom. Pour nous, quand c'est arrivé sur le réseau, c'était des autorails Renault. Mais les gens, ils ont entendu dire Micheline comme ça, et puis après, ça s'est vite propagé comme une traînée de poudre. Hein. Et après, c'est resté Micheline. Ils ont fait Ajaccio-Bastia pendant 40 ans. Hein. Donc, 40 ans de bons et loyaux services. Ça, c'est les derniers nés qui sont arrivés hein, en 2007. C'est les derniers cris électroniques, informatique embarquée, confort, climatisation, puissance, ça n'a plus rien à voir. Si vous voulez, si on pourrait comparer l'ancien avion à hélice et un avion à réaction. Hélas, la Micheline ne roule pas aujourd'hui. Aucun train ne roule d'ailleurs, les cheminots corses sont en grève. Leurs revendications portent sur la politique de développement des CFC et l'évolution structurelle de l'entreprise. Donc aujourd'hui, les cheminots, ils sont là en grève et ils demandent, puisque ce directeur ne veut pas gérer le réseau correctement, le départ de ce directeur. Ça veut dire la voie, là, la voie ferrée. Campera, ça veut dire elle va vivre, elle vivra. On insiste, oui, on va insister. Et puis on insiste toujours. Tant qu'on n'en parle, on va insister. Les cheminots de Bastia, Calvi et Ajaccio en profitent pour faire quelques parties de pétanque ensemble. Leur stratégie, attendre, en espérant marquer des points. Tous les guichets de l'île sont fermés. Les voyageurs sont désappointés et les quais déserts. Néanmoins, pour faire un petit tour dans la vieille ville, la Terra Vecchia, pas besoin de train. Bastia a été fondée en 1378 par les Génois, qui ont régné sur l'île pendant près de 500 ans.
C'est le plus grand port de Corse. L'agglomération s'étend sur des kilomètres. Quant au centre-ville, il a conservé son charme méditerranéen. Le long du vieux port se dresse l'édifice emblématique de Bastia, l'église baroque de Saint-Jean-Baptiste. Celui qu'on appelle l'ange du désert est vénéré sur l'île tout entière et avec un engouement particulier dans l'ancienne capitale corse. Car le précurseur de Jésus-Christ et son soutien dans de multiples épreuves est le saint patron de Bastia. Sa naissance est par conséquent célébrée avec faste par l'Église catholique. Bien que ce soit un jour de semaine, il y a du monde dans la plus grande église de Corse. On aimerait qu'elle signifie plus que ça. En principe, elle signifie un mode de vie qui est propre à la Corse. Maintenant, propre à l'Évangile pour les Corses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un attachement à des traditions qui se transmettent de génération en génération et les jeunes sont heureux d'être les dépositaires de cette tradition-là. Les voyageurs retrouvent le chemin de la gare. La grève est terminée et le trafic ferroviaire reprend. Une circulation toutefois très réduite. Des problèmes de personnel et les difficultés rencontrées avec les nouvelles rames réduisent le nombre de trajets quotidiens entre Bastia et Ajaccio. Les vieux autorails diesel construits en France à la fin des années 80 continuent de circuler. Les ultramodernes AMG 800, annoncés comme les nouveaux jets du rail, ont un défaut de fabrication. Le voyage commence sous le symbole corse par excellence, la tête de mort. Depuis 1762, première année d'une courte période d'indépendance de l'île, il est l'emblème de son autonomie. Un emblème bien énigmatique, entouré des légendes les plus variées. Sur la fin de la grève, peu de commentaires. C'est fini, ça s'est bien arrangé, de temps en temps. De temps en temps. Il faut montrer qu'on est là. Les Corses ont donné un petit nom à leur train, qui a une démarche un peu chaotique. Ils l'appellent Utrinighello, le tremblotant. Mon père aussi était cheminot, donc il a connu pas mal de vagues. Parce qu'on a été menacé à plusieurs reprises de fermeture. Mais bon, on s'en est tiré toujours, on a toujours essayé. Les cheminots corses défendent leur train contre vents et marées depuis maintenant plus de 120 ans. À 47 km de Bastia, la voie dessine une fourche. C'est le nœud ferroviaire de Ponteleccia. Une partie du train bifurque alors vers Calvi, tandis que l'autre poursuit son chemin vers Ajaccio, destination qu'a choisi ce groupe de vacanciers. À partir de Ponteleccia, on traverse une région montagneuse hérissée de sommets de plus de 2000 mètres. Le train, qui fend le cœur de l'île du nord au sud-ouest, doit venir à bout de déclivités pouvant atteindre 30 pour 1000 afin de se hisser jusqu'à 906 mètres. C'est une véritable aventure. Le départ n'a rien d'impressionnant, le voyage commence en plaine. Entre Bastia et Ajaccio, il y a 157 km de voies, 29 tunnels, 8 ponts et 34 viaducs.
Il a fallu 16 ans pour construire la ligne et ses multiples lacets à travers les vallées, par-dessus les rivières, à flanc de montagnes et au cœur même de celles-ci. Première sensation forte pour les passagers, la galerie tunnel qui contourne le Monte Pollino. Sur la gauche, c'est le vide. Et bientôt, le versant sera encore plus abrupt. Le plus célèbre des Corses, Napoléon Bonaparte, a dit un jour « Je reconnaîtrai ma patrie à l'odeur. Genêt, lavande, myrte, genévrier. » Le maquis ou maquia, comme on dit localement, est peuplé de toutes sortes de créatures plus ou moins farouches. Elles se cachent dans les fourrés pour gambader à loisir ou sommeiller paisiblement à l'abri des regards et des fusils. Elles aussi semblent vivre selon la devise corse, patrie et liberté. Philippe Bartoli aime chasser le sanglier, quand il ne leur donne pas à manger. Aujourd'hui, il les appâte pour les faire apparaître devant notre caméra. Nous avons là des cochons devenus sauvages et des cochons croisés, tous très photogéniques. Le cochon croisé, c'est simplement parce que, au niveau des oreilles, le domestique, il a des oreilles en feuilles de chou, il a des oreilles très 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 grandes, alors que le sanglier, il a les oreilles toujours droites. Le groin, il est beaucoup plus long et il n'a pas la queue en tire-bouchon. Les sangliers de l'île de Beauté sont plus petits que leurs cousins continentaux. Ils n'engraissent presque pas parce qu'ils sont toujours en mouvement. La spécialité en Corse, c'est que le sanglier, il est libre de ses mouvements. Et il fait entre 70 et 80 km en marchant, rien que pour se nourrir. C'est-à-dire qu'on le trouve en plaine ou en semi-montagne, pour se nourrir, d'un jour à l'autre, il est capable de se déplacer et de manger. Et, par exemple, tout ce qu'il trouve, les fruits, le verre, tout ce qui est intéressant pour lui, c'est ça. C'est se nourrir et se déplacer. Et après, il y a la reproduction. Les Corses sont passionnés de chasse depuis toujours. Philippe Bartoli a commencé à 14 ans. Oh, mais chasseur, c'est un peu par le truc de la famille, par le touchement de la famille. Hein. On est au milieu d'une famille où il y a des chasseurs, où il y a des pêcheurs. La plupart du temps, c'est comme ça. Hein. Parce que le fusil, c'est quelque chose qui s'achète, mais qui ne se revend pas chez nous. Enfin, c'était une tradition, c'était comme ça. La situation a de quoi tenter un chasseur invétéré. Mais les sangliers peuvent grogner en toute sérénité, ce n'est pas la saison de la chasse. C'est en 1878 que le Parlement de Paris a promulgué la loi autorisant la construction du chemin de fer corse. En 1888, c'est-à-dire 10 ans plus tard, le premier tronçon était achevé, un tracé de 73 km reliant Bastia à Corté. Partant du niveau de la mer, il arrive imperceptiblement à 436 mètres d'altitude, en traversant des paysages qu'on aurait tort de ne pas photographier du meilleur point de vue possible. Corté, ou le cœur de la Corse. Seule fortification à l'intérieur des terres, la citadelle vient couronner la vieille ville qui se cramponne au flanc escarpé de la colline. Corté est aussi la capitale historique de l'île. Pendant la brève période d'indépendance,
entre 1755 et 1789, c'est d'ici que Pascal Paoli, le père de la nation, a régné sur la Corse. Après avoir arraché l'île aux Génois, il l'a dotée d'une constitution démocratique et a gratifié Corté d'une université. La vieille ville déroule ses rues sans phare, fière de ses 11 siècles passés. Les premières pierres de Corté ont en effet été posées au IXe siècle. La petite épicerie que nous découvrons n'est certes pas aussi vieille, mais avec ses 210 ans bien sonnés, elle n'en passe pas moins pour le magasin le plus vieux d'Europe. Il a 210 ans. Il n'y a plus aucune alimentation qui est cet âge-là. L'alimentation, ça veut dire une vente générale, alimentation générale. On vendait aussi bien du tabac, tout. Maintenant, on n'a plus le droit. D'abord, on vendait des cigarettes, on vendait un peu de tout. Et c'est comme ça, avec le nombre de produits qu'on a, on arrive à fidéliser une clientèle. Il faut qu'on trouve aussi bien du fromage que de n'importe quel article. Aujourd'hui, on vend surtout des produits locaux, des produits identitaires, hein, les produits les plus rares de Corse. Hein. Vous avez regardé. Ouais, c'est sa base de. Voilà. C'est là. Et sa base de mandarine. Hein. La gare, elle, est située en marge de la ville. C'est la plus fréquentée de toute la ligne, du moins pendant les mois d'été. On y attend aussi bien le train de Bastia que celui d'Ajaccio, selon que l'on aille vers le nord ou vers le sud. En 1983, la Corse a confié la gestion de ses chemins de fer à la SNCF. Depuis, la direction est très critiquée. Une association a même été créée à Corté il y a 20 ans. Son objectif, inciter les responsables à revoir l'organisation du trafic ferroviaire de façon à mieux satisfaire les besoins des citoyens corses. C'est-à-dire surtout que le chemin de fer, en plus d'être un outil de développement touristique, soit un outil de développement de l'intérieur et qu'il soit au service des citoyens. Or, aujourd'hui, la façon dont il est géré, la façon dont il est tenu, ne permet pas de satisfaire les besoins de la population, surtout au niveau des actifs. Pour pouvoir prendre le train et continuer les horaires qui sont pratiqués même actuellement, il faut être soit vacancier, soit chômeur. Vous n'avez aucune raison aujourd'hui, à part les touristes, d'aller d'Ajaccio à Bastia si vous habitez en Corse. Or, si vous habitez sur la ligne, vous avez des raisons multiples de vous rendre dans les villes périphériques et attractives que sont Ajaccio et Bastia. Le train doit être ça, ça doit être sur le continent on appelle un train express régional, je vais dire presque un métro régional. Voilà ce que doit être le chemin de fer en Corse. Les vacanciers, dont bon nombre de Français et d'Allemands, sont à 1000 lieues de ces préoccupations. Après Corté, le train s'enfonce un peu plus encore dans les montagnes, faisant grimper avec lui le taux d'adrénaline de ses passagers. Les villages de montagne semblent isolés, éparpillés comme ils le sont entre monts et vallées. Et pourtant, ils sont bien reliés les uns aux autres. À Mausoleo, par exemple, les gens viennent de tous les environs pour la célébration de la messe. Partie intégrante de la liturgie, la traditionnelle Pulifunia, un chant polyphonique a cappella.
comme la langue corse, officiellement interdite jusqu'en 1974, on a redécouvert cette musique vocale de tradition orale au cours des dernières décennies. Ces chants se nomment pagella. Ils peuvent être liturgiques ou profanes. Si vous voulez, les chantres, leur fonction, et les chantres d'église, était de chanter à la place des fidèles. Et donc ils étaient choisis pour leur talent, pour l'implication qu'ils mettaient à chanter. Et ce chant, en réalité, c'est une construction. Ce n'est pas un chant fondé sur des notes écrites. Ce sont des interprétations réinventées, on peut dire à chaque fois. On peut dire que chaque interprétation est une improvisation. Il y a 50 ans en arrière, ce chant-là était un chant de rencontre, comme une conversation. Nous sommes assis là sur cette murette et au lieu de bavarder, au lieu d'échanger sur le beau temps ou sur autres éléments de la vie du village, eh bien c'est une façon de communiquer. C'est un monde de grandes difficultés techniques, il faut une grande écoute, il faut la reconnaissance des autres et il faut construire quelque chose ensemble. C'est ça le plus difficile. Sans l'aide d'un maître, sans l'aide d'une direction, sans l'aide d'un chef d'orchestre. Et maintenant, laissons à nouveau les rails chanter. Nous entamons le tronçon le plus spectaculaire du parcours. Pont, viaduc, galerie, nous atteignons à présent le point le plus haut de toute la ligne, le pont du Vecchio, une œuvre de Gustave Eiffel. Où Trinighello file à vive allure sur cette section montagneuse qui relie Venaco à Vivario. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le TGV corse, même si par TGV on entend train à grande vibration. Bientôt, la voie sera moins sinueuse et la rampe plus douce. L'heure a sonné de vous raconter une petite histoire musicale à propos de notre train corse. Dans un tout petit village du sud, vit un chanteur, auteur-compositeur, chef de chœur et chef d'orchestre, connu bien au-delà des frontières de la Corse, Jean-Paul Poletti. Il nous explique que la vie des Corses est ponctuée de chansons. Il n'est donc pas étonnant qu'ils en aient composé pour leur chemin de fer, qui, à l'entendre, aurait connu des débuts difficiles. Au début, les Corses ont été opposés. Quand il est arrivé à la fin du 19e siècle, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc c'était un immense progrès, mais en même temps, tout le monde avait peur. Parce que la Corse était un vieux pays rural, et que voir arriver le train, ça détruisait beaucoup de métiers. Comme le métier de charretier, de muletier ou d'aubergiste. Une certaine Maria Felice, qui avait dû fermer son établissement, aurait écrit une chanson sur ce train mal aimé. Voilà, donc c'était un petit peu, disait le train de Bastia est fait pour les familles de la haute, pour les seigneurs. Pour nous autres aubergistes et charretiers, c'est un crève-cœur, c'est une douleur permanente. Donc elle disait, elle allait même beaucoup plus loin, donc elle disait qu'il fallait détruire le train. Et elle disait à son collègue qui s'appelait Angelino,
Angelino, Angelino, pensa due di una cosa, quando tu vedi il treno, tirali una mitragliosa. C'est-à-dire, quand le train passe devant toi, tire-lui une mitrailleuse, comme ça, et les gens qui sont dedans, on va les paître derrière. De nombreux Corses se sont refusés d'ailleurs à chanter une ode composée quelque temps après, qui souhaitait au train une vie éternelle. En revanche, ils ont volontiers entonné le chant écrit dans les années 60 et qui préfigurait l'arrêt du service. Ce qui veut dire, le train de Bastia, on t'emmène à la ferraille, on t'embarque par petits morceaux en bateau vers l'Italie, il va nous rester effectivement ces quelques morceaux de ferraille. Les ponts nous serviront pour la chasse au sanglier, ou quand il y a des orages, on se mettra dessous quand le Gol ou quand le fleuve est en tempête. Bon. C'est une mélodie qui a fait le tour de toutes les maisons, tout le monde les connaît, tout le monde les chante, donc ça fait partie du patrimoine. Le train a désormais atteint la gare la plus haute de Corse, celle de Vitsavona, à 906 mètres d'altitude. C'est de là que part le sentier de grande randonnée numéro 20, le GR20. Un itinéraire de 15 jours que seul un randonneur sur 4 réussit à faire d'une traite. Je viens de Calenzana, par le GR20 nord, et je m'offre une petite journée de repos ici. C'est la mi-parcours, et il fait très chaud, les jambes sont mortes. Beaucoup de randonneurs troquent à mi-parcours la marche contre le train, afin de rejoindre la mer sans effort. Direction Ajaccio. Au sortir de la gare, le train s'engouffre dans le tunnel de Vitsavona, long de 4 km. Tout en ligne droite, c'est le plus long tunnel ferroviaire à voie métrique de France. Pour les plus aguerris, c'est le début d'une longue et rude ascension. Le GR20, également appelé Fralimonti, littéralement à travers les montagnes, déroule son long serpentin sur 170 km du nord au sud et jusqu'à 1500 mètres d'altitude, loin de toute zone habitée. Il passe pour être l'un des sentiers, sinon le sentier de randonnée le plus dur d'Europe. Un GR mythique. Les passagers du train tremblotant foncent allègrement à 90 km/h vers la vallée de la Gravona, direction la côte ouest. Ils laissent derrière eux Montecinto, Monterotondo, Montedoro, Monterenoso, ces géants de plus de 2000 mètres. À Ponteleccia, ils empruntent la branche ferroviaire qui mène en Balagne, région située entre l'île Rousse et Calvi. Il n'y a d'ailleurs que le train reliant les deux villes qui circule actuellement. Faute de personnel et d'un nombre suffisant de rames, une grande section de voies est en effet hors service. Une situation bien déplorable selon ces deux messieurs pour qui ce genre de choses ne serait jamais arrivé à leur époque. Les frères Panzani sont des cheminots à la retraite. C'est dans cette ancienne maison de garde-voie, le long du tronçon actuellement abandonné, que Joseph Panzani est né. Il y a passé toute son enfance avec ses parents et ses 4 frères et sœurs. Une famille entière de cheminots. Voilà le four où ma mère faisait le pain toutes les semaines. Et c'était du bon pain, vraiment du bon pain qu'on pouvait garder pendant une semaine. Du pain à l'ancienne, voilà. Et au moment des fêtes, au moment de Pâques, elle nous faisait des petits gâteaux avec la farine qu'elle avait. C'était impeccable. On était heureux. Mieux que maintenant. Maintenant, on ne sait plus comment vivre. On sait plus. C'était bien. Les deux frères ont souvenir de nombreux accidents de train pendant leurs années de service. À les en croire, les traverses n'étaient pas toujours de première fraîcheur.
Parce qu'il déraillait, c'était les traverses pourries, donc la voie s'élargissait au passage du train. Et les roues tombaient dans le vide. C'était inévitable. Moi, ça m'est arrivé de dérailler comme ça, avec le train. Toutes les traverses qui étaient coupées, en 1000 morceaux, ils étaient coupés, ça cassait tout, ça tordait les rails, ça faisait peut-être des fois 100 mètres de déraillement, peut-être des fois, même plus des fois. Et là, c'était tout en l'air, il fallait tout refaire après. C'était un grand boulot à faire. Des vaches qui passaient en dessous, qui faisaient dérailler. C'est arrivé souvent avec les vaches aussi. Et comme la vache était prise entre le bogie, la tête au milieu. Et on ne pouvait pas la sortir. Ils ont pris un couteau, ils ont coupé la tête de la vache pour la sortir. Elle était déjà morte. Ça. Elle était morte. Quand ce n'était pas une vache, c'était le frein à air comprimé qui lâchait, en pleine descente. Le type n'a plus rien à faire. Il a essayé de serrer le frein à vis, mais ça descendait quand même. Il s'est arrêté en bas où s'arrêtent tous les freins, du côté de Rousse. Mais chargé de passagers, il était celui-là. Donc vous voyez un peu le manège. Alors, des souvenirs, on en a de partout. Il faut se souvenir maintenant. Les anciens cheminots inspectent la voie qui vient d'être rénovée. Quel bonheur de pouvoir y marcher librement. La Balagne, surnommée le jardin de la Corse, est aussi le paradis du Milan royal. Inscrit sur la liste rouge des oiseaux quasi menacés, ce rapace n'a pas à craindre ici pour sa survie. Rien de ce qui se passe en contrebas n'échappe à son regard perçant. 2 fois par jour, 500 chèvres cabriolent sur les rails. Des pâturages à la station de traite, et vice-versa. Ce faisant, elles passent devant la gare de Belgodère, désaffectée depuis bien longtemps. Mais le train y fait encore halte quand toutefois il passe par ici. Le terrain a été loué à un couple d'artistes qui y travaillent depuis des décennies. Pierre Pardon a installé son atelier dans l'ancienne remise, où il passe les 9/10 de l'année. Il s'est longtemps consacré à la peinture, peignant principalement des tableaux abstraits ou des paysages, puis s'est tourné vers la sculpture. Et voilà un certain temps qu'il travaille l'ardoise, une série de panneaux qu'il appelle « plaques sensibles ». Elle lui aurait été inspirée par la lumière corse, cette lumière douce dans laquelle, selon lui, les contours se fondent. Pierre habite dans l'ancien bâtiment de la gare avec sa femme Elisabeth, qui donne des leçons de piano, chante et joue de l'orgue. Elle adore la musique baroque. Le couple s'est installé en Corse à la fin des années 60. C'était pour ainsi dire des marginaux. Elisabeth a suivi Pierre par amour. C'est Pierre qui est venu sur l'île le premier. Il avait l'intention de vivre dans une communauté d'artistes, jusqu'à ce qu'il découvre cette vieille gare abandonnée, l'une des nombreuses gares désaffectées de Balagne. Elle lui est apparue comme le lieu idéal pour commencer une nouvelle vie. Donc j'ai loué ça sans y habiter pendant quand même 3 ans. Et au bout de... Ouais, c'est ça, ouais. Et au bout de 3 ans, je suis mieux. Il faut dire que dans quel état c'était? Ah ben c'était tout à l'abandon, c'était tout cassé, tout noir, c'était un tas de fumier, c'était habité, mais voilà, pas par les hommes. Il devait y avoir 20 cm, enfin pas 20 cm, mais 10 cm de fumier quoi, dans la maison. Quoi, ouais. Voilà, et c'est vrai que à la suite de ça, nos 5 enfants sont nés les uns après les autres. Heureusement, pas tout le monde à la fois. Et progressivement, on a vu le confort s'installer. L'eau, pour la première naissance, l'eau. Parce que sans eau, c'était quand même difficile avec un enfant. Et puis, pour le 3e enfant, seulement l'électricité, quoi. Mais voilà, que du bonheur. Au départ. 4 petites chambres, une tripotée d'enfants, beaucoup de liberté et de l'art à foison. Le passage régulier du train juste devant la porte servait en quelque sorte de métronome venant rythmer cette joyeuse vie de bohème. Ça fait partie de la chose. Hein.
On est dans une gare, on sait ce que normalement à quoi. En revanche, pour les enfants, on n'avait pas peur de la circulation des voitures, mais il fallait surveiller quand même qu'ils ne partent pas sur la voie ferrée, quoi. Parce que là c'était dangereux quand même. C'est arrivé. Hein. Et c'est arrivé qu'on les rattrape. Dernier moment, ben, bien sûr. On loue la gare, ça c'est, on a un contrat renouvelable tous les ans, tacitement comme ça. Et puis rester ici, moi, je suis voilà, je pense qu'on est tous les deux très bien ici. Hein, oui, si on peut finir nos jours ici, ça sera idéal, parfait. Et puis sinon, on a une petite maison à côté qu'on est en train de retaper, donc si des fois la société de consommation nous poussait à la sortie, on se réfugierait pas loin. Voilà. Nulle part ailleurs la Méditerranée n'est aussi bleue et les baies aussi enchanteresses. La Corse, c'est aussi 1000 km de côte encore bien préservée. À l'image de la baie de Calvi, un véritable joyau. Au pied de la citadelle, le tramway de Balagne embarque les vacanciers dans une agréable promenade le long du littoral pour rejoindre l'île Rousse, une station balnéaire située à 20 km de là. L'été, le tramway fait 3 allers-retours par jour. Le trajet dure une bonne demi-heure. C'est à Calvi que serait né Christophe Colomb. On n'en a toutefois pas la certitude. Gênes revendique aussi ce privilège. Le pourtour du golfe de Calvi, qui forme comme une immense lagune, se déploie sur 5 km, tel un grand coquillage que la voie ferrée suit fidèlement. Passé la baie, le tramway disparaît un bref instant dans l'arrière-pays, où il traverse avec fracas le Ponte le Bambino. Ici, le relief est on ne peut plus plat. Côté architecture ferroviaire, le tramway de Balagne ne présente pas d'intérêt notoire. Ce qui compte ici, c'est le plaisir qu'on éprouve à venir presque toucher la mer en tramway, avec l'impression qu'on va plonger directement dans la Grande Bleue. Trinighello fait ici particulièrement honneur à son surnom de tremblotant. Sur la ligne d'embranchement de Balagne, le chemin de fer de la Corse n'est plus actif que sur ce court tronçon qui relie Calvi à l'île Rousse. Mais peut-être les responsables réussiront-ils bientôt à faire en sorte que le trafic ferroviaire desserve à nouveau toute la région. Les vacanciers ne seraient pas les seuls à s'en réjouir. De retour sur la ligne Bastia-Ajaccio. Au terme de 4 heures de voyage, le train atteint la capitale corse. Avec les autorails modernes, la durée du trajet devrait être réduite à 2h45. Enfin, comme ils disent, on verra bien. La SNCF souhaite remettre les rênes des chemins de fer corse à la collectivité territoriale de Corse en 2012. Leur gestion et leur exploitation seraient donc à nouveau entre les mains des principaux intéressés. Fiers d'avoir vu naître Napoléon Bonaparte,
Ajaccio est toujours un peu plus élégante que les autres. Jouer à la pétanque entre amis, c'est aussi une façon de fêter la fin de la journée de travail. D'ailleurs, comme pour marquer le coup, le dernier train intercité qui relie Ajaccio à Mezzana arrive à destination. Fini le travail pour aujourd'hui. Le soleil se couche tout doucement sur la côte ouest, tandis qu'à l'est, le ciel est déjà plus sombre. À Bastia se termine ce qui a commencé en début de soirée. La messe donnée en l'honneur de Saint Jean-Baptiste est suivie par une procession nocturne à travers la vieille ville, le long du port. Là encore, une polyphonia retentit dans l'air du soir. Prière sur la jetée, bénédiction de bateau, le tout accompagné de pétards et du grand feu traditionnel, Jean le Baptiste peut s'estimer dignement célébré. Il devrait donc continuer à épauler notre petite île de beauté. Puisse l'ange gardien de l'île ne pas oublier de veiller sur Utrinighello.